300 milliards de tarifs ont brusquement fracturé le commerce mondial. Dans ce choc sec, un paradoxe inattendu s'est imposé. Pendant que les flux asiatiques se bloquaient, plus de 100 milliards d'exportations africaines semblaient soudain atteindre une trajectoire que personne n'anticipait vraiment. Qu'est-ce que ce renversement implique concrètement pour celles et ceux qui suivent la montée d'Ibrahim Traoré? Une fenêtre s'ouvre, brève mais décisive. Le moment qui s'esquisse devant le lecteur n'est pas une simple variation des échanges mondiaux, mais une bascule où chaque ajustement industriel redéfinit un espace longtemps considéré comme périphérique. Le bénéfice central pour le spectateur tient en une idée claire: comprendre comment une zone dite fragile peut reconstruire ses leviers en 5 années maîtrisées. Cette promesse n'est pas cosmétique, elle s'appuie sur des trajectoires réelles, visibles dans les ports réorientés, les filatures rallumées et les co-entreprises publiques qui remplacent désormais les contrats opaques d'autrefois. Dans cette configuration, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut profiter d'une crise commerciale, mais comment elle transforme une faille structurelle en méthode durable. La montée silencieuse des flux, l'ajustement logistique quasi mécanique et la coordination AES révèlent un moteur économique dont l'ampleur a longtemps été sous-estimée. C'est ici que réside l'enjeu: saisir les mécanismes précis qui transforment chaque conteneur rerouté en marge de manœuvre, chaque atelier rallumé en souveraineté. Souveraineté comptable. À ce stade, une question surgit presque naturellement. Si une rupture mondiale peut créer une brèche, qui saura en mesurer la portée réelle? En moins de 30 jours, un édifice logistique bâti sur 3 décennies s'est fissuré, révélant une faille que personne n'attendait si tôt. La chute simultanée des flux asiatiques et la stabilisation relative des corridors ouest-africains ont créé un delta inédit, où les 300 milliards de droits de douane américains redessinaient déjà les routes commerciales. Ce moment marque l'entrée d'un continent longtemps marginalisé dans une zone de convergence forcée. Des ports soudain allégés, des cargos réorientés, des usines rallumées, tous indiquant la même direction. C'est dans cette configuration mouvante qu'Ibrahim Traoré apparaît comme un pivot discret, observant que si une chaîne peut se briser avec une telle rapidité, elle peut aussi être reconstruite sous un contrôle plus local. À partir de là, le contexte se déploie avec une précision presque mécanique. La rareté soudaine des composants asiatiques a obligé les groupes occidentaux à revoir en urgence leur schéma d'approvisionnement. La flambée des assurances maritimes a réduit l'attrait des routes longues. La demande mondiale de diversification a placé le Sahel au croisement des contraintes et des opportunités. Ce glissement n'a rien eu de spectaculaire. Aucun sommet diplomatique n'en a fixé le tempo. Aucune déclaration solennelle n'a annoncé la transition. Pourtant, sous la surface, les variables essentielles basculaient. Une filature rouverte à Bobo Dioulasso valait un contrat réécrit. Un entrepôt réorganisé sur la côte ghanéenne modifiait l'orientation de cargaisons entières. Une coentreprise publique majoritaire augmentait le pouvoir de négociation d'États, souvent considéré comme périphérique. Chaque mouvement, léger en apparence, renforçait une cohérence naissante. Dans une pièce nue de Ouagadougou, autour d'une simple table de bois et de 3 cartes ferroviaires, les premières lignes du corridor agro-industriel furent dessinées, non comme un geste symbolique, mais comme une méthode de reconquête structurelle. Le continent passait de la réaction à la construction, et ce changement de perspective transformait autant la logistique que la manière d'aborder le pouvoir économique. Ainsi, ce moment ne signale pas une exception. Il expose l'ouverture d'une séquence où la crise sert de levier plutôt que de frein. Le rôle de guide ne se manifesta pas par des discours, mais par une suite de gestes méthodiques qui donnèrent une forme tangible à la recomposition en cours. Dans l'ancienne filature chinoise de Bobo Dioulasso, rouverte avec plus de 4000 ouvriers formés localement, les premières preuves matérielles de ce basculement apparurent.
Les machines rallumées redonnaient une cadence régulière à une ville habituée aux cycles incertains du commerce mondial, tandis que les salaires stables créaient un ancrage social que les programmes d'aide n'avaient jamais réussi à installer. Plus au sud, un entrepôt frigorifique reconverti en hub logistique devint un second terrain d'observation. Les équipes locales n'y voyaient n'est-ce pas un simple changement de volume, mais une autonomie nouvelle, calibrée, conditionnée et optimisée plutôt que chargée des matières brutes à destination de Shenzhen. La transformation n'y était pas théorique. Elle se lisait dans la maîtrise progressive des marges, dans la précision des contrôles et dans le glissement silencieux d'un modèle extractif vers un modèle productif. Ces deux cas, bien que distincts, décrivaient la même dynamique. Un continent longtemps considéré comme périphérique retrouvait un levier de décision à l'échelle micro-industrielle. Chaque atelier réorganisé, chaque chaîne de tri numérique et chaque cycle énergétique stabilisé formaient une série d'indices convergents. La cohérence qui en émergeait ne relevait ni du hasard ni de l'exception, mais d'une méthode appliquée à des terrains très différents. Dans cette configuration, les observateurs prudents commencèrent à réévaluer leurs repères. Ce qui se jouait n'était pas un emballement passager, mais une montée en puissance fondée sur l'apprentissage rapide et la réécriture discrète des règles industrielles. En d'autres termes, une dynamique locale devient pouvoir durable. Le déclencheur sembla presque banal, mais son effet fut immédiat. Lorsque Washington décida de maintenir des droits de douane sur plus de 300 milliards d'importations chinoises, la structure patiemment construite entre l'Asie et le reste du monde se retrouva prise dans un étau brutal. Les composants rares se bloquèrent. Les assurances maritimes grimpèrent de 22%. Les conteneurs s'empilèrent à Singapour et à Shenzhen. En 30 jours, un réseau de 3 décennies perdit sa fluidité, ouvrant une brèche dans laquelle les corridors africains s'engouffrèrent sans annonce solennelle. Ibrahim Traoré y lut un signal. Si une chaîne globale peut céder en quelques semaines, elle peut aussi être réécrite sous un autre contrôle. La phase de déclenchement prit forme dès les premières réorientations logistiques. Les navires, quittant Shanghai, modifièrent leur route vers Théma et Abidjan, créant un déplacement mécanique que peu avaient vu venir. Les zones franches de Bobo Dioulasso rallumèrent leurs ateliers. Les raffineries d'or reprirent leur cycle. Les sociétés américaines transférèrent des opérations textiles du Vietnam vers le Burkina Faso. Les groupes agricoles européens louèrent des terres pour produire et raffiner sur place. Le Niger installa ses premières pompes solaires destinées à l'exportation, tandis que le Ghana lançait un système de douane numérique pour fluidifier les flux régionaux. Une séquence nouvelle s'ouvrait, moins un emballement qu'une correction structurelle surgissant d'un vide mondial. La phase de montée en puissance s'affirma plus vite encore. Les exportations non pétrolières africaines passèrent de 72 à 94 milliards de dollars en un an. Les ports d'Abidjan et de Théma tournèrent à plein régime. Les zones franches se remplirent d'ouvriers dont la formation locale devenait un argument stratégique. Les marges nationales dépassèrent les cas portants, réduisant à la fois la dépendance aux importations et l'asymétrie longtemps subie dans les négociations internationales. Ce n'était pas une poussée irrationnelle, mais la conséquence de contrats réécrits sous une règle simple. Minimum 51% de participation nationale, audits trimestriels publics, transparence fiscale imposée. Les multinationales hésitèrent, protestèrent ou s'adaptèrent. Toutes comprirent que la région n'acceptait plus un rôle périphérique. À mesure que la dynamique s'installait, la notion de miracle fut plusieurs fois avancée. Ibrahim Traoré la rejeta. « Ce n'est pas un miracle, c'est une correction », affirma-t-il dans une posture qui refusait toute dramatisation. Pour lui, la montée en puissance n'était ni un coup de chance, ni une riposte improvisée, mais un recentrage après des années de dépendance logistique. Son approche, méthode plutôt qu'annonce, se lisait dans chaque ligne de contrat, dans chaque coentreprise publique majoritaire, dans chaque exigence de formation technique locale. La phase de répercussion
plus silencieuse, modifia durablement le terrain. Dans les rues de Ouagadougou, les ouvriers sortant des usines ne parlaient donc plus de programmes d'aide, mais d'exportation et de cycles de production. Les villes autrefois plongées dans l'obscurité retrouvaient un éclairage nocturne régulier grâce aux unités hybrides du Niger et du Mali. Les corridors commerciaux prenaient la forme d'une structure cohérente plutôt que d'une succession d'opérations isolées. À Bobo-Dioulasso, les machines tournaient désormais au rythme d'un marché réorienté. Au Ghana, la logistique s'organisait autour de hubs que personne n'avait anticipés 3 ans plus tôt. La région glissait ainsi d'une position réactive à un rôle de point d'équilibre. Ce basculement n'avait rien d'une mise en scène. Il avançait par ajouts successifs, par décisions techniques accumulées, par révisions contractuelles patientes. Et dans ce mouvement progressif, un principe s'imposait. La souveraineté n'était plus un slogan, mais une mécanique qui se vérifie dans les flux. Le passage de 72 à 94 milliards de dollars d'exportation non pétrolière donne la première mesure nette du basculement. Un mouvement qui ne repose ni sur un effet d'aubaine, ni sur une variation conjoncturelle. Cette hausse annuelle, bien qu'elle puisse paraître modérée à l'échelle globale, fonctionne comme un révélateur structurel. Elle indique qu'un continent longtemps fragmenté a réussi à aligner production locale, continuité logistique et coordination régionale. Ce chiffre montre une réalité précise. La progression traduit un recentrage industriel consolidé. Cette hausse résulte d'une synchronisation nouvelle entre ports, usines et corridors régionaux. Le deuxième indicateur concerne les 8,6 milliards de dollars d'investissement dirigés vers le Burkina Faso, concentrés dans le textile, l'or et les infrastructures ferroviaires. Ce volume n'est pas seulement financier, il désigne un changement de trajectoire où chaque dollar injecté circule à l'intérieur du pays plutôt que d'en sortir immédiatement. L'économie y gagne en densité, en autonomie et en capacité de planification, 3 variables longtemps considérées comme fragiles dans la région. Ces investissements créent une boucle interne qui renforce constamment la valeur locale. Le troisième repère, plus technique mais tout aussi décisif, est celui des 210 MW ajoutés par les centrales hybrides du Niger et du Mali. Cette base énergétique, discrète mais stable, assure la continuité des cycles de production et réduit les interruptions qui freinaient historiquement les marges industrielles. Elle ne constitue pas un simple ajout de capacité, mais un socle silencieux permettant aux usines, hubs logistiques et corridors agricoles de fonctionner sans la vulnérabilité énergétique d'autrefois. Cette capacité nouvelle garantit une stabilité essentielle aux chaînes industrielles régionales. C'est pour ces 3 blocs, exportation, investissement, énergie, forment une équation que nombre de pays africains avaient dû tenter de résoudre séparément sans réussir à les aligner. Si, pour la première fois depuis longtemps, les éléments se combinent, la montée en compétences techniques, la révision contractuelle systématique et la coordination AES offrent un terrain où les trajectoires peuvent se stabiliser. Les analystes extérieurs notent que cette recomposition ne découle pas d'une flambée artificielle, mais d'une remise en ordre progressive, inscrite dans un contexte où les ruptures sino-américaines ont ouvert un espace à occuper. Le continent, plutôt que de subir ces tensions, en a fait un levier, transformant des dépendances anciennement structurelles en marge de manœuvre. C'est dans cette logique que les exigences nouvelles, participation nationale majoritaire, audit public, transparence fiscale, formation locale, prennent leur cohérence. Elles ne s'empilent pas comme des réformes abstraites. Elles fonctionnent comme des conditions nécessaires pour ancrer durablement les gains industriels. Chaque atelier qui redémarre, chaque corridor réoptimisé et chaque coentreprise publique majoritaire ajoute une couche de résistance, un degré de prévisibilité que les anciens modèles n'offraient pas. La souveraineté économique cesse alors d'être un slogan
car elle se mesure dans des chiffres qui résistent au temps, non dans des annonces ponctuelles. Ainsi, les données ne servent pas seulement à attester une croissance, elles montrent un changement de méthode. Elles composent un récit où la maîtrise du processus compte autant que le produit final, où la capacité à réparer, ajuster et planifier localement devient un avantage stratégique plutôt qu'un détail technique. La progression observée n'est pas un sommet, elle constitue le seuil d'un modèle qui, pour la première fois depuis longtemps, tient par sa cohérence interne. Les premières critiques formulées par plusieurs économistes occidentaux ne reposaient pas sur de simples intuitions, mais sur des analyses s'appuyant sur des précédents historiques précis. Leur premier argument avançait que le boom observé ne serait qu'un cycle conjoncturel comparable à celui des années 1970, lorsque l'essor du cuivre zambien ou du cacao ghanéen avait créé une illusion de montée en puissance avant de se dissoudre dans la dépendance. Selon cette grille de lecture, la réorientation logistique actuelle ne constituait qu'une fenêtre offerte par la guerre commerciale, appelée à se refermer dès que les États-Unis et la Chine rétabliraient un équilibre tarifaire. Le deuxième argument, plus institutionnel, soulignait le risque d'une centralisation excessive des chaînes de valeur au sein du Sahel. Certains observateurs craignaient que la montée en puissance du Burkina Faso, du Niger et du Mali ne crée une asymétrie interne où les États les plus structurés captureraient les marges, reproduisant ainsi des hiérarchies que les organisations régionales africaines auraient du mal à absorber. Dans cette vision, l'Union deviendrait un pivot fragile, dépendant d'un noyau trop restreint pour tenir sur la durée. Ces deux critiques, lorsqu'elles sont exposées dans leur forme la plus solide, méritent d'être considérées. Elles reposent sur des logiques cohérentes et sur des précédents réels. Pourtant, la réponse se trouve précisément dans les données propres au corridor AES et dans les mécanismes contractuels instaurés depuis le début de 2020-25. La diversification sectorielle, textile, or, agriculture, énergie, rend improbable une reproduction du modèle fondé sur un seul produit volatile. Les contrats signés incluent des audits publics, des transferts de compétences et un réinvestissement local obligatoire, trois éléments absents des cycles précédents. Ces dispositifs ne suivent pas une dynamique opportuniste. Ils structurent une trajectoire et réduisent le risque d'un rebond passager. Ibrahim Traoré l'a résumé lors d'un sommet consacré à la souveraineté économique. Nos accords ne sont pas une dépendance inversée, ce sont des prototypes d'équilibre. Et cette phrase, loin d'être une formule, synthétise la logique du corridor. Une montée en puissance qui ne s'appuie pas sur une seule variable, mais sur la convergence d'éléments mesurables, ajustables et vérifiables. Dans le même temps, un axe change silencieusement. La transition ne se lit plus dans les discours, mais dans la manière dont les chaînes logistiques mondiales réécrivent leurs priorités. Les ports d'Abidjan et de Théma, autrefois considérés comme des points secondaires, deviennent des repères structurels dans les modèles de risque des groupes occidentaux. Ce glissement analytique marque un véritable point médian, le moment où la stabilité africaine cesse d'être une surprise et commence à devenir une variable de continuité. Les analystes internationaux révisent leurs projections, intégrant ce qu'ils appellent désormais le facteur corridor AES. La reconnaissance ne relève pas d'un enthousiasme passager, mais d'une documentation méthodique. Production locale accrue, co-entreprise publique majoritaire, audit transparent, coordination énergétique. Les mécanismes qui semblaient improbables deviennent des standards de négociation. Ibrahim Traoré perçoit ce tournant comme un test de cohérence, autant que comme une avancée. Pour lui, l'enjeu n'est pas de célébrer la montée en puissance, mais de contrôler la vitesse du changement sans répéter les fragilités passées. Les réunions ministérielles tournent autour d'une question discrète. Jusqu'où ce modèle peut-il s'étendre sans perdre son équilibre interne? Dans cette inflexion, le continent ne se contente plus de rattraper son retard. Il devient une référence comparative.
Les conséquences du pivot africain se déploient en cercles successifs, touchant les États, les entreprises, les citoyens et l'équilibre continental. Loin d'être un simple rattrapage, ce mouvement décrit une recomposition durable qui s'appuie sur des mécanismes visibles. Production locale accrue, corridor énergétique stabilisé, marge nationale renforcée. Ibrahim Traoré y apparaît comme une référence méthodique, non pour incarner un héros, mais pour maintenir la cohérence d'un modèle qui avance par consolidation plutôt que par rupture. Pour les nations, les États du Sahel, auparavant dépendants des importations, basculent vers un rôle d'exportateur net de produits transformés. Le Burkina Faso voit ses exportations passer de 8,6 à 12 milliards de dollars entre 2025 et 2026, modifiant l'équilibre budgétaire et réduisant la dette publique de 9%. Cette progression n'exprime pas seulement un gain économique, elle change la manière dont les gouvernements négocient avec leurs partenaires extérieurs. Ibrahim Traoré parle ici de souveraineté comptable, une formule où le pouvoir se mesure dans les chiffres plutôt que dans les promesses. Du côté des entreprises, les sociétés locales deviennent des pivots de production, appuyés par des politiques incitatives qui sécurisent un salaire, formation et audit réguliers. Une chambre de commerce américaine estime que le continent peut remplacer jusqu'à 15% de la production asiatique à bas coût. Les multinationales révisent alors leur modèle, intégrant la fiabilité africaine comme facteur de stabilité plutôt que comme exception. Cette recomposition réduit les fuites de capitaux et ancre les compétences à l'intérieur du corridor AES. Pour les citoyens, dans les villes industrielles comme Bobo Dioulasso, plus de 9000 travailleurs rejoignent les parcs textiles alimentés par énergie solaire. Les familles discutent désormais d'exportation à table, tandis que les étudiants se tournent vers la logistique, la maintenance ou la comptabilité d'exportation. La culture de l'espoir cesse d'être abstraite. Elle devient un calcul visible dans les cycles de production. Les propos d'Ibrahim Traoré, « Nos enfants traceront des itinéraires de navires », se matérialisent dans les choix professionnels de la jeunesse. À l'échelle du continent, sur la scène internationale, les grandes puissances reconfigurent leur cadre d'alliance. Les États-Unis adoptent une loi d'accès manufacturier africain, tandis que la Chine convertit certains prêts en participation industrielle. L'Afrique n'est plus un terrain d'arbitrage entre puissances. Elle apparaît comme un troisième pôle gagnant, capable de négocier sans se placer dans un camp. Ce glissement oblige les chancelleries occidentales à réviser leurs priorités. La stabilité du Sahel devient une condition de l'équilibre mondial. Ibrahim Traoré, dans cette dynamique, incarne un leadership lucide, ferme dans ses principes, sans rompre le dialogue. Ces différents cercles illustrent une transformation qui dépasse largement la réaction à une crise commerciale. Ils décrivent un ordre nouveau où la marge se construit, où la production se maîtrise, et où la souveraineté cesse d'être un récit pour devenir une méthode. Les trajectoires à venir ne se lisent pas comme des certitudes, mais comme trois chemins plausibles que le corridor africain peut emprunter selon la cohérence institutionnelle, la discipline industrielle et la continuité logistique mise en place depuis 2025. Chaque scénario repose sur des tendances déjà visibles dans les flux, les coentreprises publiques majoritaires, les réorientations commerciales et les capacités énergétiques nouvelles. L'exercice ne vise pas à prédire, mais à fournir des repères mesurables pour comprendre comment une dynamique peut se consolider, s'accélérer ou se fragiliser. Dans un premier scénario de base, on peut imaginer une montée stabilisée sans accélération brutale. Si les tendances actuelles se prolongent, les exportations du continent pourraient dépasser les 110 milliards de dollars d'ici 2027, dans une progression régulière. Les corridors logistiques resteraient opérationnels, portés par des ports qui ont déjà prouvé leur fiabilité et par des coentreprises consolidant leur marge locale. La production continuerait de croître sans basculer dans une vitesse incontrôlée, avec une économie qui apprend à calibrer ses cycles. Dans ce cadre, la stabilité dérive autant de la méthode que des chiffres,
Et la coordination AES maintient la cohérence nécessaire pour absorber les fluctuations mondiales. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, un élargissement rapide de l'AES se dessine. Si 2 ou 3 membres supplémentaires rejoignent l'Alliance et si la rotation institutionnelle demeure solide, la production régionale pourrait atteindre 130 milliards de dollars. Les chaînes africaines intégreraient davantage de technologies locales, pompes solaires, solutions douanières numériques, unités de textiles avancées, réduisant la dépendance extérieure. Les compétences nouvellement formées resteraient sur le continent, offrant un cœur technique capable de soutenir l'expansion. Le Sahel, dans cette hypothèse, deviendrait un centre structurant de la nouvelle équation industrielle mondiale, un espace où les décisions locales influencent les modèles globaux. Dans un troisième scénario, le plus défavorable, un choc externe réoriente les flux. Une chute de la demande mondiale ou une réconciliation tarifaire rapide entre Washington et Pékin pourrait réduire les volumes exportés. Les États dépendants du corridor AES subiraient une contraction budgétaire, une pression sur l'emploi et un retrait partiel des investisseurs, recréant les dynamiques que la région s'efforce d'éviter. Les coûts logistiques remonteraient. Les marges se contracteraient et la progression observée dans les hubs industriels serait ralentie. Dans un tel contexte, les fragilités passées réapparaîtraient si les mécanismes contractuels, audit public, réinvestissement local, formation, perdaient leur centralité. À travers ces 3 scénarios, une idée s'impose. Il s'agit de penser en marge de manœuvre plutôt qu'en trajectoire linéaire, car c'est la constance des choix qui détermine la solidité du modèle. La transition engagée dans le Sahel ne concerne pas seulement les flux, les ports ou les coentreprises. Elle touche aussi celles et ceux qui, de près ou de loin, participent à cette recomposition. Dans les ateliers, les écoles, les administrations ou les réseaux professionnels, la question devient personnelle. Comment lire, comprendre et prolonger une dynamique qui transforme un espace longtemps perçu comme périphérique en laboratoire économique du XXIe siècle? Il ne s'agit pas d'adhérer sans nuance, mais de voir où chacun peut contribuer, même modestement, à un mouvement qui s'appuie davantage sur la cohérence que sur le spectacle. Pour un premier groupe composé d'entrepreneurs, de travailleurs et de responsables locaux, pour celles et ceux qui dirigent un atelier, assurent une chaîne logistique ou gèrent un parc industriel, un premier geste consiste à examiner combien de décisions renforcent la valeur locale. Ajuster un contrat, optimiser un cycle de production ou standardiser un contrôle peut sembler mineur, mais ces actions constituent la charpente du modèle AES. L'enjeu n'est pas d'aller vite, mais de maintenir la continuité. Pour un deuxième groupe, celui des jeunes, des étudiants et de la diaspora, vous qui évoluez entre plusieurs horizons culturels et technologiques, votre rôle est celui de traducteur des systèmes en mutation. Les cursus de logistique, d'énergie solaire ou de comptabilité d'exportation s'ouvrent dans les écoles du Sahel. Une contribution simple pourrait consister à relier compétences numériques et besoins concrets du corridor. Un protocole, une application de traçabilité, une idée d'optimisation peut peser davantage qu'un retour physique. Pour un troisième groupe, constitué d'observateurs et de décideurs étrangers, la dynamique actuelle ne réclame pas une adhésion totale, mais un soutien aux mécanismes transparents déjà instaurés. Audit public, co-entreprise majoritairement publique, transfert de compétences. L'enjeu n'est pas d'imposer un modèle, mais de préserver la cohérence de celui qui se consolide. Dans ces différents cercles, une constante apparaît. Chacun peut jouer un rôle discret, mais réel, car la stabilité naît souvent d'ajustements modestes plutôt que de gestes spectaculaires. La transition engagée dans le Sahel ne repose pas sur des slogans, mais sur une mécanique qui exige clarté, responsabilité et continuité. Ibrahim Traoré l'a souvent rappelé. Sans méthode, une ambition reste théorique. Le corridor AES possède déjà un socle, mais sa consolidation requiert une feuille de route lisible, mesurable et partagée. Les étapes suivantes,
issus des discussions déjà mentionnées dans la source, structurent cette cohérence. Une première étape consiste à cartographier les infrastructures d'ici 2027. Chaque État de la AE doit publier un inventaire précis des routes, ports, zones industrielles et capacités énergétiques. La mesure est simple. Un rapport public actualisé chaque année. L'objectif était d'éviter les duplications d'investissements et d'identifier les goulets d'étranglement. Une deuxième étape vise à former à 2 échelles, binationale et locale. Il s'agit de créer des centres de formation spécialisés dans la logistique, l'énergie solaire et la maintenance industrielle. Le suivi repose sur un indicateur clair, nombre de techniciens certifiés et embauchés dans les chaînes AES 12 mois après leur formation. Une troisième étape revient à imposer un réinvestissement local minimal de 15%. Chaque nouvel accord commercial doit inclure une clause de réaffectation directe des bénéfices aux infrastructures ou à la formation. Les audits trimestriels publics servent d'outils de vérification, en indiquant montant réinvesti, zone concernée et effet sur l'emploi. Une quatrième étape cherche à relier la production et l'autonomie énergétique. Il s'agit de déployer des micro-réseaux hybrides financés par les profits miniers. La métrique repose sur la capacité installée, le taux d'indépendance énergétique et la réduction des coûts logistiques. Enfin, une cinquième étape consiste à mesurer la stabilité par des indicateurs sociaux. Il faut suivre les courbes d'emploi, de salaire, de formation et de scolarisation technique.